Webinaire RSE sur le thème de la parentalité et conciliation des vies. Quel enjeu pour votre entreprise? Un petit mot avant de commencer pour me présenter. Je suis Fadila Hamas, chargée de la promotion de la RSE auprès des entreprises du territoire Grand Paris Seine-Ouest. Petite information concernant ce webinaire, c'est le dernier volet d'un cycle webinaire que j'ai organisé entre mars et aujourd'hui. Notamment, on a abordé la raison d'être et entreprise à mission au mois de mars. Comment impliquer vos collaborateurs dans votre démarche RSE au mois d'avril. Donc, je ne manquerai surtout pas de vous envoyer tous les liens replay, dont celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tiffaine Mayol, qui a co-organisé ce webinaire, consultante en parentalité en entreprise, auteure du livre « La parentalité en entreprise expliquée à mon boss » et référente du label Family Friendly Company. Elle vous expliquera justement ce label. Bonjour Tiffaine. Bonjour Fadila, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir, à toute l'équipe de Seine-Ouest Entreprises et Emploi d'avoir co-organisé ce webinaire. Je suis vraiment ravie d'être aux côtés de nos invités de marque, Patrick, Françoise et Anaïs. Malheureusement, Camille, qui représente Doctolib, a eu un empêchement de dernière minute. Donc, elle ne pourra pas se joindre, mais Doctolib, comme Danone, Utopie et Great Place to Work, fait partie de ce collectif engagé pour le label Family Friendly, qui est une reconnaissance pour les entreprises qui soutiennent la parentalité, une initiative lancée par Ensemble pour l'éducation de la petite enfance en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Et on reviendra pour vous expliquer un petit peu plus cette démarche. Donc, on va tout de suite entrer au cœur du sujet. C'est vrai que la parentalité et la conciliation des vies est un vaste thème et on n'aura pas forcément le temps ce matin de tout traiter ensemble. Mais on a une heure avec nos invités pour éclairer nos consciences, essayer de mieux comprendre finalement ce que l'on met derrière ce thème de la parentalité en entreprise et réfléchir ensemble à la fois aux besoins des salariés parents et éventuellement quelles sont les évolutions suite à la crise que nous vivons et puis se reposer la question de quels enjeux réels pour l'entreprise, comment l'entreprise peut traiter ce sujet et en quoi elle peut l'intégrer dans sa stratégie globale. Et puis ensuite, on verra avec nos intervenants les bonnes pratiques en termes d'accompagnement des parents et de conciliation des vies que nos invités pourront partager, à la fois parce qu'ils l'ont mis en place dans leur entreprise ou qu'ils l'ont constaté chez leurs clients. Donc voilà, je vais demander à nos intervenants de se présenter. Encore une fois, un grand merci pour votre présence. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, en même temps que votre présentation, j'aimerais que vous puissiez nous partager votre conviction sur le sujet et ce que vous souhaitez partager à nos auditeurs pour leur donner envie de s'engager. Merci beaucoup. Je vais commencer si vous voulez alors. Bonjour à tous. Honneur aux hommes. Très bien, Patrick. Honneur aux hommes parce que vous remarquerez que je suis en minorité, je suis le plus âgé de la bande, mais je suis en minorité. Donc, je suis Patrick Dumoulin, je suis le président de Great Place to Work en France, que je dirige depuis 15 ans. Tout ce qui a trait à la politique familiale avec un grand F et à la parentalité est au cœur de nos réflexions depuis très longtemps. Donc, c'est une conviction forte qui m'anime, qui anime les équipes Great Place to Work. Et puis, eu égard à mon expérience et à mon ancienneté, j'ai vu les choses considérablement évoluer depuis quelques dizaines d'années. Et je suis ravi aujourd'hui de partager ce webinaire avec vous et d'affirmer très fort que la parentalité est au cœur des réflexions et des convictions de Great Place to Work et aussi des entreprises que nous accompagnons. Merci Patrick. Françoise ? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Françoise Cardozo, je travaille chez Danone, je suis en charge de la santé, de l'innovation autour de la santé, notamment tout ce qui est santé des femmes, santé maternelle et soutien à l'allaitement. Et je suis aussi très engagée en interne auprès de nos collaborateurs et notamment le soutien aux parents, aux familles. Je suis moi-même maman de 4 enfants et donc j'ai vécu toutes mes maternités chez Danone et je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi ça a été un beau parcours dans cette entreprise.
Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour cette invitation. Donc Anaïs Denoy, j'ai plusieurs points communs avec Patrick et Françoise, dont cette préoccupation forte pour l'équilibre des temps de vie et la conciliation des différentes dimensions de l'existence. Je suis directrice associée dans un cabinet de conseil qui s'appelle Utopie, qui travaille avec Great Place to Work depuis des années, et je dois dire qu'il a progressé sur ces sujets-là grâce à Great Place to Work. On est 60 collaborateurs aujourd'hui à Paris et en région, et on a pour vocation de faire progresser les consciences des dirigeants, les pratiques des entreprises et globalement le mouvement des entreprises à impact positif, ou des entreprises dites aujourd'hui à mission. Et dans cet impact positif qu'on souhaite avoir sur le monde, il y a nécessairement le fait de sortir de cette fiction qui existe depuis quelques décennies, qui est un peu la fiction du XXe siècle, sur le fait que le collaborateur, quand il est dans l'entreprise, finalement, il n'est plus que collaborateur et que tout le reste n'existe plus. Donc, la crise qu'on a traversée, qu'on traverse encore, a eu ce grand mérite, comme l'explique Juliette Funès, de remettre au centre des vies la vie familiale et en même temps le travail à la maison, ce qui était le cas dans l'agriculture, chez les artisans historiquement. Enfin, il y a eu vraiment un changement de paradigme. Et donc, notre conviction, c'est que finalement, pour sortir collectivement de cette fiction, il faut, et pas que pour des raisons de marque employeur ou de rétention des talents, il faut en fait accompagner les humains comme ils sont, intégralement, comme citoyens, comme parents, etc. Donc, la dimension de l'accompagnement à la parentalité est au cœur de ce qu'on fait pour les collaborateurs. Moi, dans mes périmètres, ça fait 12 ans que je fais du conseil, il y a cette dimension-là chez les clients, et il y a aussi notamment cette dimension-là sur l'interne, puisque je suis la DRH du cabinet. Merci beaucoup à tous pour ce partage de convictions inspirantes. Alors, avant de démarrer, on peut peut-être rappeler finalement que le sujet de la parentalité ne concerne pas seulement les parents en entreprise, même si en effet 80% des effectifs en moyenne sont parents, mais que ça concerne aussi les non-parents, puisqu'ils sont collègues de parents et qu'ils ont aussi eux-mêmes une famille. Et donc voilà, donc c'est vrai que ce sujet, il est pour les parents et pour les non-parents. Ensuite, derrière la question de la parentalité, il faut comprendre que c'est les questions de conciliation des vies, et que quand on parle de parentalité, on parle de conciliation vie pro, vie familiale pour les parents, mais aussi vie personnelle, et ça concerne tout le monde. Et en l'occurrence, selon une dernière enquête de l'Observatoire de la qualité de vie au travail, 92% des Français estiment que la conciliation des vies est un sujet très important. D'où l'intérêt pour une entreprise de prendre en compte ce sujet qui concerne tous ses collaborateurs. Ensuite, on peut revenir sur le spectre de la parentalité, puisque bien souvent, historiquement, quand on parlait de parentalité en entreprise, on traitait surtout du sujet de la petite enfance. Là où aujourd'hui, quand on parle de parentalité en entreprise, il faut prendre en considération tout le spectre qui va en effet du jeune enfant et même avant, avec l'accompagnement du projet de naissance pour les parents, mais aussi la phase de l'adolescence, la question des aidants familiaux, de la grand-parentalité, et puis des situations qui sont plus spécifiques, de monoparentalité, de situations de handicap au sein du foyer. Et donc, c'est vrai que c'est important pour une entreprise de comprendre tout ce spectre et d'intégrer tout ce spectre dans sa politique familiale. Et puis ensuite, on souhaitait partager avec vous quatre idées reçues, fausses idées justement du sujet. La première serait de dire que finalement, accompagner la parentalité, c'est équivalent à accompagner les femmes en entreprise. Or, on le voit bien, les hommes ont une place majeure, et c'est essentiel de pouvoir se questionner sur la place de l'homme en entreprise, sur le rôle du père et comment ce sujet concerne les femmes et les hommes de la même manière, femmes et hommes qui travaillent ensemble pour pouvoir bien traiter ce sujet. La deuxième idée reçue serait de dire que voilà, accompagner la parentalité, c'est la chasse gardée des grands groupes. Je pense que l'exemple d'Utopie, qui compte environ 50 collaborateurs, en est un bon exemple. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de critères, et toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit leur taille, ont cette capacité d'agir et d'accompagner les parents et les non-parents sur les sujets de conciliation des vies. Ensuite, on peut penser que la politique familiale est coûteuse et que c'est trop cher de mettre en place des mesures.
Et là, c'est intéressant de rappeler qu'il y a certaines bonnes pratiques, et on le verra, qui ne sont pas forcément très coûteuses. D'ailleurs, il y a une enquête intéressante qui a été réalisée par Concilivy, notre partenaire au Québec, qui évoque le fait que 77% des entreprises qui mettent en place des mesures de conciliation travail-famille, ces mesures ont eu un coût nul ou presque. Et donc voilà, donc c'est important de l'avoir en tête pour justement rendre cette politique familiale accessible. Et puis, bien sûr, l'entreprise n'est pas la seule concernée. Ça, c'est la quatrième idée reçue qu'on pourrait avoir, que finalement, l'entreprise est la seule responsable, qu'on met tout sur le dos de l'entreprise et que c'est elle qui a ce sujet, qui doit régler ce sujet. Bien sûr que non. L'entreprise, bien sûr, a cette grande capacité de favoriser ou au contraire freiner la conciliation des vies, mais ce n'est pas la seule responsable. On est dans une dynamique de responsabilité partagée avec les collaborateurs, qui sont les premiers acteurs de leur équilibre, mais aussi plus largement au sein de notre société, avec les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes qui ont aussi à cœur de faire avancer ce sujet. Voilà, donc c'est vrai que dans une entreprise, la dynamique doit être complémentaire pour traiter le sujet de manière globale. À la fois, elle doit être inspirée, la culture doit être inspirée des dirigeants qui doivent dégager une culture d'entreprise favorable à la conciliation des vies, mais elle doit aussi être inspirée par les collaborateurs qui font remonter leurs besoins. Et du coup, Patrick, j'aimerais vous poser la question, vous qui avez usage avec Great Place to Work de questionner les salariés, quelles sont selon vous les attentes des collaborateurs parents aujourd'hui et qu'est-ce que la crise a pu changer dans ces attentes, dans la perception que les employeurs ont du sujet et surtout quels sont les enjeux finalement pour une entreprise quand on parle de parentalité et de conciliation des vies? Alors, avant de répondre à votre question, je vais juste rappeler une chose importante pour nous, c'est que accorder du temps à la famille, aujourd'hui, ça nous semble, du point de vue de Great Place to Work, un enjeu stratégique à la fois pour les entreprises et à la fois pour notre pays. Parce que la période que nous vivons, que nous venons de vivre, finalement, est un accélérateur de prise en compte de certains sujets que chez Great Place to Work, chez Utopie, chez Danone, nous traitons depuis longtemps et sur lesquels un focus s'est fait de façon plus importante. Je vais juste vous citer 2 chiffres. Dans l'ensemble des entreprises labellisées Great Place to Work, 81% des salariés, donc ça représente des dizaines de milliers de salariés, 81% des salariés estiment qu'ils sont encouragés à conserver un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Cette enquête Great Place to Work que nous administrons chez nos clients, on l'a fait aussi auprès d'un échantillon de 4000 salariés français. Et quand on compare avec les salariés français, ils sont juste 51%. Donc, un salarié français sur 2 estime que son entreprise prend en compte les notions d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La deuxième chose qui est importante aussi, et vous l'avez rappelé, c'est l'attention à la fois portée par les dirigeants, mais surtout par le management, et encore plus par le management de proximité. Et donc, à la question, est-ce que le management fait preuve d'un intérêt sincère à votre égard et les sujets que nous traitons aujourd'hui sont de la plus grande importance. 84% des salariés travaillant dans des entreprises où il fait bon travailler répondent positivement, 50% seulement des salariés français. Donc, on voit que progressivement, on a quand même eu une avancée au sein de la population française, mais on est encore loin de chiffres dithyrambiques. Alors, oui, cette période que nous vivons a été un accélérateur pour plusieurs choses. La première, dans l'organisation du travail. Donc, dans l'organisation du travail, vous avez celles et ceux qui sont passés totalement ou partiellement en télétravail, mais vous avez aussi les gens qui ont dû assurer leur travail sur des postes de travail en usine ou des gens qui sont dans les hôpitaux, des gens qui sont routiers, qui sont dans les entreprises logistiques. Donc, il y a une nouvelle organisation du travail qui finalement ne devra pas toucher que celles et ceux qui ont fait du télétravail, mais l'ensemble des salariés français. Donc ça, c'est une réflexion de fond. La deuxième, qui est très, très importante, c'est l'accélération des aspirations, voire même des revendications des nouvelles générations. Moi, j'ai quelques dizaines d'années d'expérience professionnelle. Depuis 2 ans, 3 ans, on a une accélération
de revendications légitimes des jeunes générations concernant des tas de sujets de fonds sociétaux, dont la parentalité. La parentalité qui va s'exercer, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à la fois dans la maternité, la paternité, mais aussi avec des gens peut-être de ma génération qui ont aujourd'hui en charge des personnes âgées dans leur entourage. Et donc, c'est Jean-Charles qui avait envoyé un petit message, qui est un de nos participants, et Jean-Charles le rappelait, c'est sûrement une question vis-à-vis des aidants. Ben oui, Jean-Charles, les aidants, on les prend en compte parce que c'est un sujet aussi de très grande importance. Quand vous avez des gens qui ont 40, 50, 60 ans dans une entreprise, et ils ont peut-être des parents âgés ou très âgés auxquels il va falloir porter beaucoup d'attention. Il y a aussi le fait un point très important, là, de plus en plus, et tant mieux, de couples biactifs, donc qui peuvent être dans des entreprises différentes, avec des horaires différents. Donc, il faut qu'ils arrivent à harmoniser leur propre vie à eux et s'organiser. Mais Françoise et Anaïs, je pense, seront meilleures que moi pour s'exprimer sur ce point, parce que compte tenu de leur quadruple et triple maternité, elles nous donneront un éclairage extrêmement important. Et puis, on va de plus en plus vers des sujets qui sont des sujets sociétaux transversaux, l'égalité femmes-hommes, la qualité de vie au travail. Si vous traitez bien vos salariés, ils traiteront bien vos clients, ils traiteront bien vos fournisseurs, et vous serez dans un cercle vertueux. Et enfin, la performance sociale des entreprises, elle est étroitement couplée avec la performance économique. Donc, c'est ce qui fera que vous attirerez des talents de tout âge et issus de la plus grande diversité, et que vous les fidéliserez, vous les motiverez. Donc, voilà un petit peu les messages que je voulais faire passer. Merci beaucoup, Patrick. Justement, les collaborateurs attendent aussi de leur entreprise qu'elle s'engage dans ces sujets d'actualité et ces thèmes sociétaux. Anaïs, en tant que directrice associée et maman, tu es une dirigeante convaincue du rôle primordial de l'entreprise dans l'accompagnement des parents. Et justement, la mission d'Utopie, c'est notamment d'inciter les entreprises à intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux à leur stratégie. Comment, chez vous, chez Utopie, vous intégrez le soutien à la parentalité dans votre stratégie d'entreprise, et à travers quel engagement? Merci. En tout cas, Patrick a repris une grande partie des éléments sur lesquels, qu'on partage, qui sont cette importance de l'ensemble des parties prenantes, des collaborateurs, des fournisseurs, des prestataires, cette question de traiter la parentalité pas exclusivement, et en particulier dans le cadre du Covid, pour les cadres qui peuvent télétravailler, mais vraiment de prendre en compte sur cette question d'équilibre des temps de vie aussi les personnes en travail posté, aussi les travailleurs à l'hôpital et les travailleuses à l'hôpital, etc. Chez Utopie, on est engagé depuis 2014 dans un mouvement qui s'appelle le mouvement Bicorp, qui est en France et à l'international le mouvement des entreprises dites à impact positif, donc for profit et for purpose, qui cherchent à réconcilier finalement le rôle de l'entreprise, qui est de générer de la valeur économique, initialement surtout pour ses actionnaires, en imaginons une redistribution sur l'ensemble des parties prenantes et la génération aussi d'une valeur sociale, sociétale, environnementale. Et donc, dans le cadre de ce mouvement Bicorp qu'on a porté en France jusqu'en 2019, aujourd'hui, il existe Bilab France, on a accompagné nombre de clients et on continue à le faire dans leur démarche de responsabilité, avec un focus très fort sur la parentalité. Bicorp a un focus RH, mais je dois dire que sur cette partie RH, on a, nous, en tant qu'Utopie, décidé de travailler avec Great Place to Work. C'est aussi ce qu'on conseille à nos clients. Et après, on s'est dit qu'on allait entrer dans le label Family Friendly Company en se disant qu'il y a sur chaque sujet des spécificités, des compétences propres, et donc toutes ces démarches qui visent finalement à mesurer, à se comparer et à s'inspirer de bonnes pratiques se fécondent mutuellement. Chez Great Place to Work, aujourd'hui, il y a un autre palmarès sur Best Workplaces for Women qui reprend une partie seulement de ce que fait le label Family Friendly Company. Et donc, on pense qu'il y a vraiment, et c'est comme ça qu'on travaille avec nos clients, en fonction des majeurs et des mineurs, de leurs attentes, la nécessité de travailler dans ces différentes démarches, de rencontrer des communautés au sein des différents sujets. Je dois dire que c'est
vraiment l'idée de se dire que c'est un accompagnement global pour, chez Utopie et pour les collaborateurs sur le rapport au travail, le rapport au temps, même le rapport au corps de manière très physiologique, et qu'en accompagnant les parents finalement, et les coparents et les grands-parents et les aidants, on accompagne exactement comme quand on le fait sur les questions de handicap. Finalement, on crée une valeur ajoutée et des améliorations qui sont largement partageables par tous les humains. Donc voilà la manière dont on essaie de le faire, et je vous en donnerai quelques exemples peut-être après si on a le temps. Oui, on prendra le temps. Merci beaucoup Anaïs. Françoise, justement, toi, tu as été au premier plan pour définir la politique familiale de chez Danone. Comment concrètement une entreprise peut-elle évoluer en termes de gouvernance, d'organisation pour soutenir la parentalité, et surtout, comment le faire en mobilisant et en intégrant toutes les filiales pour des entreprises qui ont des filiales un peu partout en France et à l'étranger? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, effectivement, j'ai participé dès le départ à cette politique familiale qu'on a développée. Je voudrais revenir sur un point qu'on évoque depuis le début. On parle souvent de vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a aussi beaucoup chez nous. Enfin, en tout cas, ça faisait partie des discussions il y a encore quelques temps avec cet équilibre. Et en fait, on a un peu changé cette vision, c'est-à-dire on n'a qu'une seule vie finalement, sauf que l'environnement change. L'environnement, il est professionnel, il est privé, il est social, voilà. Et en fait, c'est cet environnement qui doit s'adapter, et pas nos vies à proprement parler. Donc ça, c'est très important quand on a compris ça, parce que finalement, sans vouloir mixer, sans vouloir se dire qu'on va être à 300% privé, 300% professionnel, etc., mais de bien comprendre que l'environnement joue un rôle très très important dans cet accompagnement et le fait d'avoir des collaborateurs apaisés. Le deuxième point, c'est que chez Danone, je pense que chez d'autres aussi, mais on a une culture très très forte de l'engagement, des gens extrêmement passionnés, des gens qui sont vraiment très convaincus, des convictions très fortes. Et on a d'ailleurs un programme dont vous avez dû entendre parler, lancé par Emmanuel Faber, qui s'appelle Voice, qui est un programme qui implique les employés dans la construction du futur de l'entreprise, qui marche toujours. Et on a de plus en plus de gens qui se portent volontaires pour justement faire partie de ce programme. Donc, tout ça fait que finalement, c'était… alors, on est aussi engagé dans ce mouvement Bicorp, comme Anaïs l'a dit, et cette démarche aussi, elle s'intègre dans Bicorp. Mais tout ça fait que finalement, tout était propice, en tout cas l'environnement était propice pour mettre en place quelque chose de, on va dire, systématisé au niveau global chez Danone, qui du coup posait un peu les bases de cet engagement, de ces convictions, et de cette volonté réellement à ne pas faire des parents ou des familles des gens différents. Donc cette politique globale, elle existe, et on va dire, ce sont les standards minimum que l'on souhaite. Donc elle est par exemple neutre en genre, on ne distingue pas le sexe en fait entre les parents. Et ensuite, elle vient s'appliquer au niveau local. Donc aujourd'hui, on l'a déployée dans tous nos pays, donc dans plus de 58 pays. Et en fait, au niveau local, elle vient chercher des spécificités au niveau culturel, au niveau du contexte, au niveau de législation locale, etc. Et évidemment, ça requiert beaucoup de travail pour aller proposer quelque chose qui plaît bien, et c'est pas quelque chose de top-down, c'est pas une politique qu'on applique, c'est un cadre qu'on décline ensuite en fonction du local. Et donc tout ça, ça va concerner effectivement beaucoup de flexibilité. Alors on parle des congés bien sûr, mais aussi dans l'organisation du travail, ce qui est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et comme c'est basé quand même sur une grande confiance des collaborateurs, tout ça se fait de façon extrêmement fluide. Et donc du coup, voilà, on arrive à mettre en place des choses à la fois pour tous, et des services à la fois très spécifiques, en tout cas là où il y a besoin de spécificité dans certains pays. Voilà.
Merci beaucoup Françoise. Justement, parmi les questions posées, on demande des exemples de bonnes pratiques et c'était l'objectif aussi de ce webinaire, de pouvoir transmettre à chacun des exemples très concrets. Alors du coup, pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur des pratiques et des transformations courtes ou des transformations de fond que vous avez engagées pour mieux accompagner les parents? Alors, Patrick. Pardon, je pensais, excusez-moi, je pensais que c'était le mon tour. Mais alors, avec plaisir, mais je vais essayer de ne pas monologuer trop longtemps parce que c'est vraiment le sujet. Je dois dire que chez Utopie, historiquement, on travaille là-dessus à tout point de vue sur les horaires de réunion, sur le télétravail qui était déjà historiquement pratiqué depuis 7 ans, 2 jours par semaine. Et on a tous perçu à quel point le télétravail, pour les métiers où c'est praticable, change la donne sur tout ce qui est les entretiens de départ, etc. Nous, vraiment, notre focus a été sur la confiance, comme le disait Françoise, et le dialogue. Ça veut dire par la confiance, on entend dès avant la naissance, tu l'évoquais, Tiffaine, sur l'accompagnement à la PMA. Donc, c'est donner des congés bien supplémentaires à ceux de la loi pour les couples, enfin les collaborateurs, que ce soit les femmes ou les seconds parents qui sont en processus de PMA. De manière très conséquente, c'est-à-dire que si la collaboratrice ou le collaborateur nous dit qu'ils sont dans ce parcours, qu'on sait qu'il y a toujours une période d'épreuve, voilà, on lui laisse complètement la liberté d'organiser son emploi du temps en fonction de ça et de s'absenter. Il a juste besoin de le partager avec son manager et les RH et on ne pose aucune question sur les timings. On a des congés, bien entendu, qu'on dit allaitement, mais qui sont pour toutes les mères. On a ajouté 2 semaines de congés, que ce soit un allaitement au biberon ou un allaitement au sein. On a depuis très longtemps un congé paternité de 1 mois et on l'a transformé il y a maintenant presque 1 an en congé paternité de 3 mois, convaincus que nous sommes, comme on le disait, que le changement pour l'égalité des hommes et des femmes et la prise en charge aussi par les pères passe par ce temps de la petite enfance et des 1000 premiers jours, hein, comme le disait le rapport, d'une implication originelle. Donc sur cette question du congé paternité est très importante, très prégnante pour nous. On a énormément d'autres types de congés qui vont du congé pour les réunions, congé pour la rentrée, congé associatif, parce qu'il y a des parents qui sont impliqués dans des associations X ou Y, c'est valable pour tous les collaborateurs, quelles que soient leurs associations, mais ça peut être des associations en lien avec la parentalité, en lien avec le handicap, etc. On a pour les parents plus grands des congés pour révision, pour le bac, pour accompagner au bac. Bien entendu, les réunions parents-prof, on incite les parents à y aller. Il y a tout un discours d'accompagnement, d'échange, et je parlais des entretiens de départ en congé maternité et de retour de congé maternité, mais c'est aussi le cas dans les entretiens annuels, sans rentrer dans l'intimité des gens, en se disant que finalement, il manque beaucoup dans les cercles aujourd'hui. Enfin, ce proverbe qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant », finalement, aujourd'hui, dans le monde contemporain, on est quand même très loin de ces villages, et notre village, c'est notre entreprise. Et avec, encore une fois, le respect de l'individu, de l'intimité, ceux qui veulent confier leurs questions, eh bien, on les conseille, que ce soit de la PMI à Parcoursup, on essaie d'être vraiment disponible et disposé. On sait qu'il y a des moments de choix d'orientation comme ça pour les parents de grands, et on leur laisse beaucoup de temps. Et là, je dois dire que notre dernière décision en date sur cette question de l'équilibre des temps de vie, et encore une fois, ce n'était pas destiné uniquement aux parents, mais ça aide aussi principalement les parents, c'est de doubler le nombre de RTT par an. Donc, on avait auparavant une RTT par mois chez Utopie. Et là, on va passer, donc, sauf pour les mois d'août et de décembre, à 22 RTT par an, ce qui permet à tous les collaborateurs finalement de prendre, s'ils le souhaitent, par exemple, une demi-journée par semaine ou une journée toutes les 2 semaines. Donc, c'est le chemin vers la semaine de 4 jours. C'est un parti pris très fort, hein, d'un point de vue organisationnel et, vous l'imaginez bien, d'un point de vue financier, mais on se dit que c'est à ce prix que le travail est à sa juste place et de manière féconde et efficace. Donc, voilà, on tente ce test, cette aventure pendant 1 an avec
la certitude, la conviction que ça va porter ses fruits sur la perception de la charge de travail, sur l'engagement, etc. Et ce qu'on doit dire, c'est que je vous citais le panel d'une dizaine de congés. Il y a aussi des congés créatifs. On en a toutes sortes chez Utopie. Et depuis qu'on les a mis en place, ça fait des années aujourd'hui. Ce qui est très important, et Françoise l'a dit, c'est cette question de la confiance. On n'a mais vraiment jamais eu la moindre question sur la sollicitation de ces congés. C'est-à-dire qu'on a aussi des congés aidants qui sont rémunérés, bien entendu, puisque le congé aidant légal, qui est une fiction totale, c'est-à-dire vous pouvez vous absenter, mais vous n'êtes pas rémunéré, ou à tellement bas que vous pouvez peu vous absenter. Donc chez nous, on a des congés aidants. Je vous passe les sujets tragiques sur ce qui est les ruptures, les divorces, parce qu'on sait très bien qu'il y a cette question-là, notamment pour les parents, quand il y a des questions de garde d'enfants. Donc là, on est très, très, très présent, que ce soit financièrement ou que ce soit en termes de temps donné pour accompagner les divorces. Et alors, Dieu nous garde d'avoir un jour un deuil d'un enfant, hein, vraiment, mais on a des deuils de parents qui perdent leurs parents ou de collaborateurs qui perdent leurs parents. Et sur ça, on chiffre en semaines, voire en mois, les périodes de congés qu'on accorde. Et on le fait là en bonne entente avec le collaborateur en se disant c'est totalement fictif de se dire que c'est 2 jours par parent, l'absence, et voilà, et avec l'idée que c'est à l'entreprise finalement de supporter ce moment-là du collaborateur et pas forcément à la société tout entière, parce que voilà, il pourrait aussi prendre un arrêt maladie. Nous, c'est pas notre approche du tout. Notre approche, c'est de partager ces moments-là avec les collaborateurs et qu'ils se sentent légitimes pour nous parler de ces moments qui font partie de l'existence plus ou moins douloureusement. Voilà, brièvement, on peut rentrer plus dans le concret au moment des questions, si vous voulez. Oui, merci beaucoup Anaïs. Ce que j'entends, c'est l'importance de tester. Hein. C'est typiquement ce que vous faites pour cheminer doucement vers la semaine de 4 jours. La question aussi de la rémunération des congés, puisqu'il ne suffit pas de les mettre en place, il faut aussi voir comment ils sont rémunérés. Exactement, parce que c'est ça qui permet réellement de pouvoir les prendre. Et puis aussi la communication et l'incitation, si le collaborateur le souhaite, à les prendre, et donc de recréer du dialogue autour de cette prise de congé pour permettre très librement aux collaborateurs qui le souhaitent de le prendre. Merci beaucoup Anaïs pour ce témoignage. Patrick, qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de Great Place to Work et qu'est-ce que vous voyez chez vos Great Place to Work? J'ose plus prendre la parole après Anaïs. Le fait est que si Utopie est numéro 1 pour la deuxième fois chez Great Place to Work, il n'y a pas de hasard. Je crois qu'ils ont pris beaucoup d'avance et qu'à ce niveau, ils sont extrêmement inspirants. Par rapport à ce qu'a évoqué Anaïs sur l'expérimentation de la semaine de 4 jours, on a déjà un de nos clients qui s'appelle LPCB, qui est un distributeur de matériel informatique qui est dans la région lyonnaise et que j'irai voir au mois de septembre, qui a instauré la semaine de 4 jours et de 32 heures. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Laurent de la Clergerie, leur président, et il me dit, par rapport à tous ces aspects de parentalité que nous évoquons, c'est pour moi un enjeu capital d'avoir des gens qui finalement donnent le meilleur d'eux-mêmes en termes de productivité pendant 4 jours et qui vont pouvoir permettre un meilleur équilibre des vies privées et des vies professionnelles. Alors, en ce qui concerne les RTT, nous, on est resté dans un cadre assez conformiste. Par contre, on a été un petit peu plus loin sur la natalité, sur l'aménagement de nos bureaux pour les mamans, sur la possibilité de s'absenter quand on est père de famille un petit peu plus. Les décès, on ne l'a pas pris autant en considération qu'on a pu le prendre encore chez Utopie. Je vais citer juste quelques exemples. En termes de parentalité, vous avez Garance, qui est une entreprise labellisée depuis plusieurs années par Great Place to Work et qui est une mutuelle d'assurance. Et finalement, dans ces entreprises, elles ont avancé assez lentement. Et puis, l'arrivée d'une nouvelle directrice générale, qui a succédé à un directeur général, Virginie Oswald, a mis en place, par exemple, un compte d'épargne de temps pour améliorer la gestion des temps de repos et d'activité. Donc, on va pouvoir capitaliser quand on devra faire face à des situations un petit peu compliquées. On pourra la puiser dans son compte d'épargne de temps. Nexity, par exemple, concernant les aidants, a une pratique qui me semble intéressante. Ils ont mis à disposition des collaborateurs un service d'aide aux aidants, donc qui s'appelle le Domiserve, et ça permet, ça rejaillit sur tout le cercle familial, conjoint ou proche, et à partir de là, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre l'entreprise, l'aidant et la personne aidée. Capgemini
ont renforcé aussi chez Capgemini Invent. Ils ont fait beaucoup de choses intéressantes et ils ont fait des cafés par an, donc 3 fois par an, où la direction des ressources humaines invite l'ensemble des parents, alors par groupe, hein, et à venir exprimer tout ce qu'ils ont à dire sur la parentalité, comment elle est vécue de leur côté par rapport à Capgemini Invent. Donc, ce ne sont pas des choses révolutionnaires, mais ce sont des petits pas qu'il faut bouger les lignes. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Justement, c'est bien de rappeler qu'il y a en effet des petits pas qui peuvent être enclenchés plus facilement et qui sont déjà un premier pas pour la transformation. Françoise, qu'est-ce que vous avez envie de partager chez Danone et qu'est-ce qui vous semble inspirant Alors, chez nous, on a énormément de choses, ça va être difficile de sélectionner. Effectivement, je rejoins aussi Anaïs, Patrick, sur le côté congé. On a aussi évidemment beaucoup travaillé dessus. Donc, congé premier parent et second parent. Hein. Comme je disais, notre politique, elle est neutre en genre. Donc, en fait, quel que soit le premier et le second parent, on offre des congés qui vont au-delà de la législation. Donc, on a aussi des congés pour enfants malades, pour rentrée scolaire, pour des moments clés dans la scolarité des enfants. Enfin voilà, au niveau des congés, on a effectivement énormément de choses. On a aussi la possibilité de transformer son 13e mois en congé si on veut prendre des mercredis ou d'autres jours. Mais ce que j'aimerais peut-être partager là sont peut-être deux exemples qui nous sont peut-être assez propres, nous, chez Danone. Un exemple au niveau des compétences. En fait, quand on devient parent, on acquiert des compétences ou alors on réalise qu'on a des compétences, plus de rigueur, plus de patience, etc. Et en fait, nous, on est convaincus que ces compétences, c'est une force en fait aussi, si on peut les appliquer dans l'entreprise. Et donc, en Italie, par exemple, où il y a une culture assez typique, hein, les femmes, soit elles travaillent, soit elles sont à la maison et elles gardent leurs enfants. C'est vraiment, j'exagère pas, hein, c'est vraiment ça. Et donc, on a voulu en Italie se dire mais comment est-ce qu'on redonne confiance en fait à ces femmes et on prouve que en devenant parents, elles sont aussi très compétentes en fait pour travailler et que les deux sont possibles. Donc on a mis en place ce programme assez innovant qui fédère ces parents et qui vient justement mettre en lumière leurs compétences, les affirmer, les confirmer et les valoriser dans l'entreprise. Et ça marche super bien. On a des collaborateurs extrêmement bien. On fait des enquêtes évidemment et on suit tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et le deuxième aspect, et là c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est au sujet de l'allaitement. Évidemment, Danone ne peut pas ne pas soutenir les femmes qui allaitent. On sait qu'aujourd'hui, la principale raison pour laquelle on arrête d'allaiter, c'est la reprise du travail. Et pourquoi on arrête? Parce qu'on n'a pas un environnement et des managers et des collaborateurs qui peuvent aider. Et donc là-dessus, nous, on a vraiment beaucoup, on a mis l'accent là-dessus. C'est un standard pour nous de soutenir l'allaitement. Donc à travers quoi? Déjà, évidemment, d'avoir ce qu'on appelle une friendly workplaces, hein, avec les salles d'allaitement qui sont équipées avec un cahier des charges bien précis. Mais ça ne suffit pas. C'est comment on anime tout ça, comment on arrive à créer des réseaux de parents. Et ce n'est pas que les mamans. Hein. Les mamans qui allaitent, évidemment, en font partie, mais on a aussi des papas. Et donc, on a plus de 120 salles d'allaitement aujourd'hui sur nos sites. Et donc, du coup, il y a des pays où on arrive à faire même plus. En Indonésie, par exemple, on a mis en place du conseil en lactation avec effectivement des professionnels de santé. Et on est en train justement de faire ce qu'on appelle le peer-to-peer, c'est-à-dire des parents qui vont venir aider d'autres parents. Donc, on va les certifier pour devenir consultants aussi en interne. Et là, en fait, on n'a pas que des mamans encore. On a des papas qui veulent aussi soutenir les parents dans ce parcours. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort chez nous. Et quand nos collaborateurs bougent, ils ont toujours une salle d'allaitement qui va les accueillir. Et voilà. Et donc, je pense que cette pratique, elle est assez forte chez nous.
Merci beaucoup Françoise. Donc, dans ces échanges, on entend en effet qu'il y a à la fois des leviers au niveau des politiques de congé, aussi des leviers pour tout ce qui concerne l'organisation du travail, les mesures de flexibilité. On n'a pas évoqué les règles de réunion très simples, mais c'est aussi des petits tips qui permettent de favoriser la conciliation des vies. Il y a aussi tous les services. Donc, Françoise, tu évoquais le service pour mettre en avant les compétences parentales, mais il y a des services, je pense aux crèches d'entreprise et puis tous les nouveaux acteurs aussi, les startups qui se lancent pour proposer l'accompagnement des parents en entreprise sur beaucoup de sujets. Et c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir plusieurs leviers à activer pour traiter le sujet dans son ensemble. Alors, pour avoir un temps de questions-réponses à la fin, on va aborder rapidement la question du retour sur investissement. Je précise juste que n'hésitez pas à mettre dans le chat vos questions au fur et à mesure pour qu'on puisse les aborder ensuite. Mais voilà, la question du retour sur investissement est assez intéressante et importante pour engager justement l'entreprise. Quel est réellement l'impact économique? Patrick, vous qui avez eu cette expérience et cette expertise et vous avez réalisé des recherches sur la performance sociale des entreprises, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qu'est-ce qu'une entreprise peut attendre finalement du bénéfice? Est-ce qu'elle peut attendre un bénéfice économique? Je vais faire court pour tenir vraiment dans le temps qui m'est imparti. Donc, chez Great Place to Work, il y a 3 ans, 4 ans, on a décidé d'accompagner un jeune chercheur qui faisait une thèse et qui va soutenir le 12 juillet prochain au CERGAM, donc dans le cadre de l'université Aix-Marseille. Et donc, il s'est concentré aussi sur la performance économique et la performance sociale des entreprises. Donc, ces travaux vont être publiés et on pourra les mettre à la disposition de nos auditeurs. Quand on compare tout ce qu'on retire de notre questionnaire qui s'appelle le Trust Index, on a pour les entreprises qui prennent en compte la qualité de vie au travail de leur entreprise, de leurs salariés, jusqu'à 8 points de différence avec la moyenne des entreprises françaises en termes de profitabilité. Donc, je n'ai pas assez de temps ici pour illustrer toutes ces entreprises, parler de toutes ces entreprises qui rentrent dans ce schéma, mais je peux dire un mot peut-être du Bon Coin que j'ai connu quand ils étaient 20 salariés il y a quelques années, maintenant qui sont plus de 1500. Vous avez des entreprises comme Decathlon, mais vous avez aussi des entreprises absolument remarquables, pas très connues, comme Sixième Sens Immobilier, qui est un leader de l'aménagement de bureaux à Lyon et dans la région lyonnaise, puisque j'étais à Lyon hier, ou une entreprise, par exemple, comme Géode Conseil, qui est le premier cabinet d'expertise comptable certifié par Great Place to Work et labellisé en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui m'expliquait hier soir que le fait d'avoir été labellisé par Great Place to Work avait augmenté la performance économique et leur avait donné un gain de clients extrêmement important, parce que finalement, cette idée de bien traiter ses salariés, ça donnait confiance aux clients pour venir chez eux. Les travaux de Thibaut Perrin, on va les mettre à disposition de tout le monde et on aura l'occasion de repartager sur ce sujet. Merci beaucoup, Patrick. Un des objectifs du label Family Friendly Company, c'est vraiment d'accompagner les entreprises justement dans ces prises de conscience, dans cette transformation, valoriser ce qui est déjà fait, puisqu'on a évoqué, il y a quand même des choses qui sont faites et il faut bien le reconnaître, mais voilà, poursuivre l'élan et s'adapter toujours en continu à ces évolutions sociétales pour répondre aux enjeux à la fois du collaborateur et à la fois aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Great Place to Work est partenaire de la démarche. Danone et Utopie ainsi que Doctolib sont les entreprises pilotes, les premières entreprises à être engagées dans cette démarche. Est-ce que pour conclure avant les questions, vous pourriez chacun nous dire ce qui vous a séduit dans la démarche Family Friendly Company et quel message vous souhaiteriez passer pour inciter d'autres entreprises à rejoindre la démarche en tant que pilote ou en tant que partenaire? Je vais encore une fois profiter de… Moi, ce qui nous a séduit chez Great Place to Work, c'est la prise en compte de la politique familiale avec ce fameux grand F qu'on a déjà évoqué. C'est ça qui nous motive pour s'engager dans la démarche. Voilà. Merci. Je crois que ce que nous, finalement, l'idée, je le disais tout à l'heure, c'était cette question de mesurer, de quantifier et puis de
de pouvoir s'inspirer des autres et échanger. Là, un peu comme ce matin, en écoutant Françoise, je me dis, j'apprends plein de choses. Alors, c'est à l'échelle d'un grand groupe et à l'échelle d'une PME et à l'échelle des clients qui font des grands groupes aux ETI qu'on accompagne. C'est intéressant. Moi, ce qui nous a fait envie, c'était les discussions initiales avec Tiffaine, la question du lien avec le rapport des 1000 jours et cette question finalement de la norme sociale, de rentrer dans un mouvement pour faire vraiment évoluer la norme sociale. Françoise parlait de l'Italie, mais en Allemagne, c'est dramatique aussi, alors qu'il y a d'autres pays qui sont particulièrement inspirants. Moi, j'ai vécu à Amsterdam pendant assez longtemps, et où là-bas, le part-time est la norme sociale, en fait. Et le présentéisme à la française est mal vu. Et donc, j'ai l'impression que là, on est à un moment un peu charnière et tournant. Et des fois, je me dis, j'ai eu mes 4 enfants un peu trop tôt parce que je commencerai à les avoir maintenant. La vie serait plus fluide puisque finalement, la 4e qui est née en mai 2020 bénéficie 1000 fois plus de ma présence que les 3 précédents accumulés, je pense. Donc, je présente toutes mes excuses parce que j'ai dit tout à l'heure que Anaïs avait 3 enfants, c'est 4 donc à égalité avec Françoise. Tout à fait. Donc, c'est plus cette question, encore une fois, du mouvement et de l'inspiration. Et Danone montre bien que c'est possible au niveau international, parce que c'est tout le temps ce qu'on nous oppose, que les clients nous disent, oui, mais il y a une hétérogénéité pratique, oui, mais en fait, c'est toujours le dumping social par le bas, comment on va faire, en France, il y a un très long congé maternité, etc. Et alors qu'il n'est pas du tout assez long, on le voit bien, que ce soit par rapport à l'allaitement ou que ce soit par rapport aux besoins de l'enfant. Donc, pour moi, savoir que Danone peut le mettre en place et sur des sites industriels, a fortiori, c'est déjà une grande inspiration. Et nous, tout à l'heure, vous parliez de la semaine de 4 jours dans une entreprise qui n'est pas au forfait jour, Patrick, parce que nous, dans le conseil, on a ce grand défi de la charge de travail et du temps de travail qui est qu'on est au forfait jour et donc les heures sont très, très différentes. Je pense qu'on est très, très loin des 35 heures, bien entendu. Donc, voilà. Peut-être je peux juste vous dire un mot pour revenir sur le point des bonnes pratiques. Enfin, je mettais dans la conversation, je ne sais pas si vous voyez, qu'on a pris par exemple l'appli Babysitter pour les collaborateurs. Sincèrement, elle est beaucoup moins chère pour les entreprises que pour les particuliers. Donc, je ne peux que vous inciter à le faire si vous êtes en mesure de le faire dans votre entreprise. Et ça résout bien des problèmes. Il y a d'autres petites mesures qui prennent peu de temps, qui disent juste qu'on prend en compte la chose et qui permettent le dialogue là-dessus. C'est bien sûr la formation et la sensibilisation des managers. Donc ça, le label Family Friendly Company, on a fait des formations avec eux, mais historiquement, nous, on fait beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions sur la communication positive, par exemple, la parentalité positive aussi, avec des experts là-dessus. Mais on fait régulièrement venir quelqu'un qui s'appelle Thomas Dansembourg, qui parle de la communication positive, et 90% des exemples qu'il prend ne sont pas dans la sphère professionnelle, mais dans la sphère familiale. Et sincèrement, que ce soit dans le rapport avec nos propres parents ou dans le rapport avec nos enfants, je pense qu'il y a peu d'humains, en tout cas de notre entourage, qui ne se reconnaissent pas dans les exemples que prend Thomas. Et ce type de petites conférences, de petites interventions, finalement, délie les langues, permet d'avoir une parole plus libre sur le sujet. C'est des exemples très, très ponctuels, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça dit aux collaborateurs que l'entreprise se préoccupe de ce point. Je vais du coup finir. Nous, en fait, pourquoi cette démarche nous a intéressés, je dirais, il y a 3 choses. La première, c'est un peu comme Anaïs, hein, c'est-à-dire que cette période des 1000 jours, et nous, chez Danone, on est extrêmement conscients à quel point cette période est cruciale pour construire son capital santé. Et du coup, on fait beaucoup de choses, on fait énormément de choses chez nous et comme je disais, hein, beaucoup de choses spécifiques. Hein, quand on arrive aux États-Unis et qu'on dit que vous avez 18 semaines de congé du premier parent alors qu'il y a 0 prévu par la loi, je peux vous assurer que ça change beaucoup et que voilà, et ça vient vraiment apporter un bénéfice aux parents. Donc on fait beaucoup de choses et pour moi ce label c'était une façon aussi de reconnaître ça. Pas juste pour se dire, pas pour l'image, hein, mais même en interne de se dire, regardez, on est vraiment une family friendly company parce qu'on est reconnu pour ça et on rejoint ce mouvement avec d'autres. La deuxième chose, c'est du coup de se dire, ça va nous permettre aussi de voir où est-ce qu'on peut encore progresser parce que même si on fait beaucoup de choses, on peut toujours progresser. Et donc là, de mesurer concrètement l'impact que tout ce qu'on fait va avoir et comment est-ce qu'on a encore des marges de progression, je trouve ça très, très bien pour l'entreprise.
Et la troisième chose, je dirais, humblement, on espère pouvoir contaminer d'autres entreprises et venir aider aussi avec ce qu'on a mis en place, proposer voilà, partager les services ou peut-être voilà, proposer des choses qui vont venir contaminer, parce que le plus d'entreprises seront en faveur de la famille et de la parentalité, le mieux l'économie se portera, je pense, et le monde se portera. Voilà, donc c'est vraiment les objectifs pour nous de rejoindre ce collectif. Merci beaucoup à tous. C'est vrai que l'origine de la démarche Family Friendly Company, c'est de remettre aussi les besoins des enfants et le rapport des 1000 jours et toutes les recommandations au cœur. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi on s'engage et je vous remercie beaucoup. Alors, on a quelques questions, quelques remarques qu'on va reprendre et puis si vous souhaitez les poser, n'hésitez pas. Jean-Charles qui nous disait finalement, est-ce que derrière cette notion de parentalité, il n'est pas question de la place de la vie de famille au sein de l'entreprise? Oui, il est bel et bien question de cette question et plus généralement de la place de la famille dans la société. Pauline nous demandait des exemples très concrets de mesures et de dispositifs mis en place dans les entreprises pour accompagner les parents. Je crois qu'on a répondu à cette question avec les différents exemples donnés. Et puis, on avait une autre question sur la mesure. Mesure-t-on l'impact sur l'absentéisme, par exemple? Patrick, c'est peut-être un des leviers sur lequel on arrive à mesurer à travers les recherches que vous avez faites sur la performance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous dire que j'ai tous les chiffres en tête, ça serait mentir. Donc, je suis à la disposition de Jean-Charles ou des autres personnes qui nous écoutent. Hein. Donc, il suffira de reprendre mon mail via Fadila et on leur donnera tous les éléments. Oui, ça a clairement un impact globalement pour nous être une entreprise qui fait bon travailler. Ça a globalement un impact sur l'absentéisme. On a généralement, par rapport aux statistiques nationales, moitié moins d'absentéisme dans les entreprises où les salariés sont vraiment bien. Globalement. Et même impact sur le turnover aussi. Donc, voilà, c'est des éléments qu'on pourra partager. Et peut-être là, Tiffaine, dire que dans cette démarche-là du label, on a un volet impact, hein, parce que pour nous, c'est très important de se dire il ne suffit pas juste d'être labellisé, mais de voir que ce label apporte quelque chose. Donc, on travaille sur ces mesures d'impact et on aide aussi parce que chez nous, Danone, on a des spécialistes de ça. Donc, on vient aussi voir quels sont les indices, les indicateurs aussi reconnus sur le bien-être, sur peut-être aussi même aller jusqu'à la santé des parents et des enfants, parce que là, c'est vraiment cerise sur le gâteau. Mais si tout ce qu'on fait au final permet à des enfants d'être en meilleure santé, on aura aussi contribué au développement, aux objectifs de développement durable du monde. Et je pense que c'est important. Alors, moi, je voudrais apporter une précision parce que ce soit avec Françoise ou avec Anaïs, on a vu qu'on était plutôt des avant-gardistes. Et je reprends votre ouvrage, Tiffaine, et il y a un point qui est important pour moi, vous pouvez peut-être en dire un mot, c'était enclencher la dynamique du changement. C'est ça aussi. L'enclencher, qu'est-ce que concrètement on va faire pour faire bouger les lignes? C'est ça, et ça passe par des petits pas, de la communication, de l'engagement de chacun, des collaborateurs, des managers, des dirigeants. Et c'est vraiment comme ça qu'on enclenche cette dynamique, et aussi en étant inspiré par des entreprises un peu plus avant-gardistes sur le sujet. On a encore 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous souhaiteriez aborder. Il y a une question, Tiffaine, sur les grandes familles de critères dans le label. Si tu veux peut-être revenir sur les éléments du label. Sur ça, je ne sais pas où vous en êtes avec Great Place to Work. Moi aussi, j'ai une question pour vous sur les liens entre le label et Great Place to Work. Comment faire en sorte que ce soit fluide pour les entreprises qui répondent? Oui, alors c'est vrai qu'on peut j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux. Oui, bon, super. En fait, donc la démarche de labellisation repose sur deux grandes étapes. La première, c'est un audit pour l'entreprise basé sur 7 leviers. Donc, on va aller interroger les pratiques de l'entreprise sur à la fois la politique familiale, l'organisation du travail, la politique de congé, les services mis en place, l'accompagnement dit extraordinaire pour les situations de monoparentalité, handicap au sein du foyer et les situations d'aidants familiaux. Et puis, il y a toute une partie aussi sur la culture managériale
Et pour reprendre ces 6 leviers, on va étudier sur chacun de ces leviers la mesure justement d'impact, à la fois pour les collaborateurs, pour les enfants, on essaye d'aller jusqu'aux enfants de ces collaborateurs, et aussi bien évidemment pour l'entreprise en termes de performance. Donc ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, la deuxième partie, elle se base sur un sondage collaborateur, puisque c'est important aussi de donner la parole aux salariés, à la fois pour valider que ce que met en place l'entreprise, c'est bien ressenti au quotidien par les collaborateurs, mais aussi pour faire remonter les besoins des collaborateurs qui ne sont pas toujours explicités, et aussi engager les collaborateurs dans cette démarche. Donc voilà un petit peu comment s'intègre cette démarche. Alors ensuite, au niveau des partenaires, on a la chance de travailler avec Great Place to Work, en effet, qui fait partie du comité d'experts. On compte aussi Bicorp parmi les membres du comité. Et en fait, en effet, on essaye de lier et de travailler ensemble pour à la fois favoriser les démarches de labellisation qui sont complémentaires et à la fois permettre d'enrichir les labellisations qui ne sont pas dédiées à la parentalité de ces sujets de parentalité et de conciliation des vies. Patrick, je ne sais pas si vous souhaitez… Non, je crois que vous êtes assez complète. Ce qu'on a aussi comme objectif, c'est plus et mieux impliquer et attirer l'attention des pouvoirs publics. Alors, je sais bien que l'année prochaine, il y aura une élection présidentielle et que ça va beaucoup bouger, ou pas d'ailleurs, on verra bien. Mais il est essentiel aujourd'hui qu'on ait des ministresses et des ministres qui mouillent un petit peu plus le maillot sur cet aspect, parce que bien souvent, elles ou ils interviennent quand les choses sont lancées. Et là, on veut, dès en amont, commencer à les impliquer. Donc, on a vu que ce n'était pas simple, hein, puisque quand vous étiez venu nous visiter, on avait vu que faire intervenir les ministres, c'est pas rien. Mais je crois que ce qu'on veut faire ensemble, c'est une œuvre d'utilité publique qui s'inscrit à la fois dans la stratégie des firmes et je ne sais plus qui avait dit, peut-être Françoise ou Anaïs, et faire quelque chose qui soit bon aussi pour notre pays. Donc, c'est important. Et tout ce qui a trait à la parentalité est devenu, en entreprise, est devenu un sujet de la plus grande importance. Et c'est pour ça que collaborer avec les entreprises qui sont déjà engagées, pour nous, c'est capital. Alors, ça va prendre un petit peu de temps pour construire les choses parce que ce n'est pas avec un claquement de doigts qu'on peut mettre toutes les choses en place, mais même si ça prend un peu de temps, on va accompagner le projet, bien sûr. J'en profite justement pour dire un mot sur la mission Edman Damon qui a été demandée par le ministère des Solidarités et de la Santé. C'est une mission qui vise à élaborer les grandes recommandations pour favoriser la conciliation travail-famille. Et on travaille étroitement avec la mission puisque l'une des intervenantes fait partie également du comité d'experts du label. Donc l'idée, c'est vraiment, en effet, comme l'évoquait Patrick, de pouvoir inspirer aussi notre gouvernement sur les nouvelles réformes et les pratiques à mettre en place pour que ce soit une transformation, pas seulement à l'échelle de l'entreprise, mais vraiment une transformation sociétale. Françoise, je crois que tu voulais dire un mot. Non, c'était dans la même dynamique que l'on disait avec le lien avec Great Place to Work et aussi avec Bicorp, parce que c'est important de montrer que cette démarche, elle n'est pas isolée, mais qu'au contraire, elle vient nourrir d'autres mouvements, et notamment avec Bicorp, hein, où on travaille beaucoup avec eux, on fait partie du réseau, bien sûr, et où ces questions de parentalité ne sont pas abordées de façon aussi détaillée qu'on le fait à travers ce label. Et donc, ça vient nourrir aussi cette démarche et permettre à Bicorp aussi de finalement valoriser ce label comme étant quelque chose qui vient confirmer l'engagement et les actions des entreprises autour des familles et des parents. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 10h30, donc on est parfaitement dans les temps. Merci à chacun pour vos témoignages, d'avoir accepté notre invitation et pour vos partages inspirants. Fadila, on enverra aux participants un petit email pour donner les contacts et puis les… Tout à fait, oui. Oui, j'enverrai en fait le lien replay et également les contacts. Donc ça il n'y a aucun problème, Fadila. Il n'y a aucun problème pour mettre mon téléphone auquel je réponds toujours et mon mail, si certaines ou certains veulent des informations par rapport à des précisions par rapport aux sujets qui ont été évoqués.
on leur fournira bien sûr avec beaucoup de plaisir. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre intervention à tous. Hein. C'était assez riche d'informations et de voir en fait concrètement comment ça se passe. Merci Tiffaine hein, pour ta collaboration. Voilà, donc je vous dis tous à très bientôt et bonne journée. Merci Merci. beaucoup. Merci, Très bonne bonne journée. journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.